Salut Internet. Que ce soit des origines obscures, des événements troublants ou l'histoire lugubre de leur fondateur, aujourd'hui je vous raconte cette histoire très sombre de marques parmi les plus connues au monde, mais pas que, vous allez voir qu'il y en a des moins connues, tout aussi intéressantes. J'ai voulu vous faire un medley de plein de situations différentes, et en ce saint week-end de consommation à outrance, je me suis dit que c'était un thème parfait pour conclure la semaine, alors c'est parti. Au premier abord, le Washington Times, à ne pas confondre avec le Washington Post, a tout du journal classique, si ce n'est qu'il a été fondé par ce monsieur que vous voyez à l'écran, Sun Myung Moon, aka le chef de l'église unificatrice, plus connue comme la secte Moon. Si ça vous dit rien comme ça, peut-être que ces images vous parleront un petit peu plus. Cette secte, fondée en 1954, a développé une doctrine bien perchée. C'est un mix d'apocalypse, de Troisième Guerre mondiale et de retour du Christ qui permettrait l'unification de toutes les cultures et la réalisation du royaume de Dieu sur Terre. Les croyants pensent qu'ils sont les derniers élus à pouvoir sauver l'humanité du mal qui a pris une nouvelle forme au siècle dernier, le communisme. Voilà. Cette lutte est menée par Sun, le Messie, qui porte plutôt bien son surnom quand on sait qu'il a déclaré en toute modestie, je cite, « Dieu vit en moi et je suis son incarnation ». En tant que Messie, il se doit de répandre la bonne parole et pour ça il a trouvé une solution plutôt smart, créer un journal, le Washington Times, en 1982, dans le pays où la chasse aux communistes était un sport national à l'époque, les États-Unis. Ça promet sur l'axe édito du journal. Mais alors, on atteint les abysses niveau impartialité lorsque Moon a lui-même enterré la crédibilité de ses journalistes en disant que le Washington Times était l'instrument de la diffusion de la vérité de Dieu en 2002. Et si déjà tout ça n'était pas suffisant, le journal a publié à plusieurs reprises des théories du complot, des articles climato-sceptiques, révisionnistes, racistes. Voilà, je pense que vous avez l'idée, il me faudrait une vidéo entière pour venir à bout de pourquoi le Washington Times mérite d'être dans ce classement. Le Coca-Cola est censé être aussi efficace que la morphine. C'est en tout cas ce que pensait son créateur, le docteur John Pemberton. Après une blessure reçue lors de la bataille de Columbus, il est devenu accro aux médicaments et notamment à la morphine. Et parce qu'il voulait se désintoxiquer, il a imaginé une alternative. Dans un premier temps, il a conçu le French Wine Coca, une boisson commercialisée comme médicament et présentée comme un remède contre les maux de tête, les troubles gastriques, entre autres. Il s'est très probablement inspiré du vin Mariani, une boisson conçue par le pharmacien corse Angelo Mariani. Il s'agissait d'un mélange de vin de Bordeaux et de feuilles de coca qui était très populaire à l'époque, à tel point que selon la légende, le pape Léon XIII lui-même en avait régulièrement à sa disposition de cette boisson. Mais problème pour Pemberton, on est à Atlanta dans les années 1880 et une loi de prohibition est promulguée. John remplace donc l'alcool présent dans sa boisson par du sirop. Cette nouvelle boisson, le Coca-Cola, est mise en vente dans une pharmacie de la ville, la Jacobs Pharmacy, qui a installé une fontaine à soda dans son officine. Dites-vous bien que les pharmacies de l'époque ne sont pas du tout comme celles d'aujourd'hui. Il faut imaginer ça comme une sorte de petite épicerie où tu pouvais acheter ton journal, faire tes courses, etc. Avant de décéder, John a vendu la recette du Coca-Cola à Asa Candler, un homme d'affaires américain qui a 4 ans plus tard fondé The Coca-Cola Company. Prix de la transaction, 2300 $, ça doit faire entre 75 et 100 000 $ à notre époque. Valeur de Coca aujourd'hui, 88 milliards de dollars. Je sais que c'est un fait très connu qu'il y a eu longtemps de l'extrait de Coca dans le Coca-Cola, mais voilà, il en fallait quelques-uns dans ce top. Et puis, ça m'a permis de rappeler que finalement, sans les Corses, le Coca n'aurait peut-être pas existé. Ici c'est la Corse. Quaker Oats est une entreprise agroalimentaire américaine assez énorme, puisqu'en 2022, la société a généré des bénéfices de presque 4 milliards de dollars. Dans les années 40 et 50, elle avait un rival, Cream of Wheat. Contrairement à Quaker Oats, qui proposait des céréales à base de flocons d'avoine, Cream of Wheat en produit à base de farine de blé. Quaker Oats veut prouver que ces céréales sont meilleures, car elles possèdent un effet direct sur le corps. Alors, comment faire? Eh bien, on mène des expériences, évidemment. Pour ça, on prend des professionnels, des scientifiques du MIT, et des sujets, des enfants atteints de troubles mentaux de la Fernald School. Cette école possède un club de sciences plutôt cool. Les membres peuvent assister à des matchs des Red Sox de
Boston, faire des sorties scolaires ou encore avoir accès à des petits déjeuners gratuits. Et justement, c'est cet élément qui va permettre à Quaker Oats de servir ces céréales dans lesquelles se trouvent des traceurs radioactifs, messieurs dames. Et fixés sur le fer et le calcium, les scientifiques peuvent observer comment les minéraux sont assimilés par le corps. Pendant une dizaine d'années, près de 200 enfants de la Fernald School vont être les cobayes de ces expérimentations. Elles ont été découvertes 40 ans plus tard, dans les années 90, lorsque des documents ont été déclassifiés. Les responsables ont été auditionnés pour expliquer le pourquoi du comment une telle situation a pu arriver. Un groupe d'experts a conclu que les doses de radioactivité n'avaient pas pu avoir de conséquences significatives sur la santé des enfants. Une trentaine d'anciens élèves de la Fernald School a quand même porté plainte contre le MIT et Quaker Oats qui ont dû leur verser 1,85 million de dollars. Leur cas n'est absolument pas isolé, il s'inscrit dans un phénomène beaucoup plus grand qui a concerné plus de 200 000 citoyens américains, sujets par le passé d'expérience sans le savoir. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1924, deux frères, Adi et Rudy Dassler, s'associent pour créer une entreprise de fabrication de chaussures de sport. Le succès est fou à tel point que dès 1928, les chaussures des Dassler sont portées aux Jeux Olympiques. Petit bond dans le temps, en 1933, l'Allemagne élit un nouveau chancelier, tiens. Et la même année, Adi et Rudy rejoignent le Parti national socialiste. En 1936, Berlin accueille les Jeux Olympiques. Plusieurs athlètes, dont Jesse Owens, portent des chaussures Dassler. C'est la consécration. Mais 3 ans plus tard, la Deuxième Guerre mondiale éclate et marque un tournant dans la relation entre les deux frères. Alors que leur usine participe à l'effort de guerre en fabriquant des lance-roquettes anti-chars, Adi et Rudy sont envoyés au front. C'est à la fin de la guerre que les relations entre les deux frères connaissent un point de rupture. En résumé, parce que c'est vraiment très long, Adi et Rudy doivent rendre des comptes sur leur degré d'implication dans le Parti national socialiste. Les deux hommes s'accusent mutuellement d'avoir tenu des discours politiques dans leur usine. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce moment-là, la rupture entre les deux frères est faite. En 48, l'entreprise Dassler n'est plus. Toute la société est alors divisée en deux. Équipements, brevets, on demande même aux employés de choisir entre leurs deux patrons. D'un côté, Adi crée sa nouvelle entreprise, Adidas, de l'autre, Rudy crée sa propre marque, Puma. Et cette scission s'opère aussi au sein de la ville. Une guerre froide au sein de la guerre froide. Chaque habitant regarde les chaussures de l'autre pour savoir s'il s'agit d'un ennemi. Et c'est très sérieux, il existe des boulangeries ou des boucheries qui servent uniquement les employés soit d'Adidas, soit de Puma. Il faut attendre 2009 pour qu'un match de foot enterre symboliquement la hache de guerre entre les deux marques. Chaque équipe possédait des joueurs avec des tenues Adidas et Puma mélangées afin que, peu importe l'issue du match, Adidas et Puma soient vainqueurs tous les deux. Vous avez peut-être vu dernièrement le documentaire Netflix sur l'affaire Liliane Bettencourt. Un des épisodes évoque son père, Eugène Schweller, et mentionne son passé plutôt controversé. C'était un chimiste talentueux qui faisait partie de l'OSARN, l'Organisation secrète d'action révolutionnaire nationale. Un groupe d'extrême droite radicale aussi connu sous le nom de la Cagoule. Cette dernière a opéré dans les années 30 et son but était simple, instaurer un régime autoritaire en France. Pour ça, elle menait parfois des actions ultra-violentes. Ces dernières devaient créer des agitations en France afin de provoquer l'intervention de l'armée qui aurait permis, selon elle, la mise en place d'un régime autoritaire. En septembre 37, une double attaque à l'explosif a eu lieu à Paris qui a provoqué le décès de 2 policiers. Au début, on s'est forcément interrogé sur l'identité des responsables. Il y avait peu de pistes et une prime de 100 000 francs a même été proposée à quiconque possédait des informations importantes. Quelques semaines plus tard, une cache d'armes a été découverte et plusieurs arrestations en lien avec la Cagoule ont eu lieu dans les mois qui ont suivi. Selon plusieurs sources, Eugène Schweller aurait apporté une aide financière à cette organisation. Il a également été un des représentants du groupe MSR, un parti qui s'inscrivait dans la même veine idéologique que la Cagoule. En parallèle de tout ça, il a créé L'Oréal au début du XXe siècle, dont le siège aurait, selon cet article, accueilli beaucoup de réunions de l'organisation. Vous vous imaginez bien, il y a énormément de conditionnel dans toutes ces histoires et je peux pas tout vous raconter tellement il y a de choses à dire et à lire à ce sujet, c'est faramineux. Mais ouais, c'est pas très net tout ça. Mais t'es pas net. L'Oréal. Ingvar Kamprad est un entrepreneur suédois mondialement célèbre à travers sa marque Ikea. Il l'a officiellement créée en 1943 et s'est rapidement spécialisé dans la vente de meubles. En parallèle de son activité, il aurait partagé les idées du national-socialisme, influencé par l'admiration que son père vouait pour lui. Par exemple, le leader de la pensée nationale-socialiste suédois était présent à son premier mariage. Il aurait aussi été membre de groupes radicaux partageant les mêmes idées que le Parti national-socialiste des travailleurs
pères allemands. Mais bien évidemment, Ingvar a plus tard déclaré que oui, bon, je savais pas trop ce que ça voulait dire, moi, tout ça. Évidemment que si j'avais su, hein, bon, tenez, vous voulez pas une petite étagère en kit, là, c'est pour moi. Jusque-là, vous allez me dire que ça ressemble un petit peu à Adidas. Alors, oui, mais pas que. Je connais pas encore de cas de personnes qui sont mortes parce qu'une chaussure Adidas leur sont tombées dessus. Alors qu'une commode Malm de 30 kilos qui bascule sur un petit enfant, c'est vraiment arrivé. Plusieurs autres produits ont d'ailleurs eu droit à des rappels au cas où. La lampe Smila pour risque d'étranglement, la chaise Missing So qui se replie pas comme il faut, ou encore les vélos Slada dont la courroie pourrait se rompre à tout moment. Et c'est pas tout pour Ikea. En 2013, il y a eu la fameuse affaire des tartes contaminées au caca. La même année, la grosse affaire d'espionnage de masse sur ses propres salariés. Bref, lors de votre prochaine sortie familiale à Ikea, blindez-vous car vous n'êtes pas à l'abri qu'un meuble, qu'une boulette de viande ou qu'une caméra de surveillance indiscrète vous pourrisse un petit peu le week-end. Sylvester Graham était un pasteur américain, membre du mouvement de la tempérance qui défendait le végétarisme et était contre l'alcool. Quoi ? Sa vie a été motivée par un but, guérir les Américains de l'onanisme. Comment vous expliquer ce qu'est l'onanisme sans se faire striker par YouTube? Voilà, ça concerne surtout les hommes. Je pense que vous avez l'idée. Sylvester est donc parti en croisade contre le plaisir. Et pour ça, il a mis en place un régime qui excluait tous les aliments susceptibles de provoquer le vice chez ceux qui les consommaient. Donc, ciao les produits laitiers, les œufs, les bonbons, les épices, les condiments et tout ce qui pouvait apporter finalement un peu de goût et de saveur à un plat. Pour tout remplacer, Graham a créé le biscuit Graham. Une révolution culinaire super efficace à base de farine, de son et de germes de blé. Un peu sec si vous voulez mon avis. Et le pouvoir du biscuit était censé être invincible. Il devait engourdir les sens. Comprenez ce que vous voulez et éviter aux hommes de succomber au plaisir charnel. Malheureusement, le pauvre Sylvester est décédé avant la commercialisation de son biscuit. Et là, c'est le drame, parce que lorsqu'il l'a été, le biscuit Graham était sucré avec du chocolat et de la guimauve. Hérésie! Le respect envers Graham est probablement mort avec lui, mais il a pu compter sur un fervent défenseur de sa pensée, John Harvey Kellogg, un médecin et nutritionniste américain. Comme Sylvester, il prenait un régime ultra fade pour protéger les hommes du péché. Il a mené des expériences sur les petits déjeuners dans les sanitariums où il travaillait et a inventé les flocons de céréales, les fameux cornflakes. Le frère de John a insisté pour qu'il mette un peu de sucre et bam, sans prévenir personne, on s'est retrouvé plus d'un siècle plus tard avec Tony le tigre qui joue au foot avec Tony le rappeur. Voilà qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos propres anecdotes à ce sujet, évidemment. En attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Le moindre petit pouce bleu, le moindre commentaire, ça aide à développer la chaîne. Donc si vous aimez le contenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Salut, Internet.